Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'Ombre d'un doute, le podcast de Criticat. Et aujourd'hui nous allons parler de deux films, Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch qui est sorti début janvier et Le Sud de Victor Erice qui est ressorti en version restaurée 4K et également il y a quelques semaines à Paris et je crois dans quelques autres salles. Pour ce faire je suis accompagné de Josué Morel. Salut Josué. Salut Marin. Et de Camille Boutor. Salut Camille. Bonjour. Comme vous l'entendez sans doute, on a eu un petit souci technique dans le studio non insonorisé de L'Ombre d'un doute puisqu'il y avait des travaux chez le voisin qui étaient vraiment assourdissants, donc on a décidé d'emporter notre matériel et de se poser dans un café voisin, ce qui fait que il y a une certaine ambiance parisiano-sympathique, même si nous ne sommes pas exactement à Paris, mais qu'importe. Nous allons donc commencer avec le film de Jim Jarmusch, qui a eu le Lion d'Or à Venise dans le jury donné par le jury présidé par Alexander Payne. Jarmusch qui retrouve la forme du film chapitré comme il l'avait déjà fait dans Night on Earth, mais ici il n'y a pas 5 chapitres mais 3 consacrés à différentes relations familiales. Donc d'abord Father, le père est interprété par Tom Waits qui reçoit une visite de ses enfants, puis Mother, Charlotte Rampling qui reçoit également une visite de ses deux filles, et enfin Sister Brother qui eux n'ont plus de parents et qui errent dans Paris avant de rejoindre l'appartement vidé de leurs parents. Alors, je me tourne vers toi pour commencer, Camille. Qu'as-tu pensé de ce nouveau Jarmusch ? Alors moi je pense que j'aime plutôt le film, même si c'est pas un enthousiasme délirant. Je trouve qu'en fait, je l'ai vu il y a 15 jours maintenant et mon opinion a un petit peu fluctué depuis. Et disons que ce que je vois de plus en plus avec le recul, c'est les limites d'un point de vue purement formel de cette entreprise-là. J'imagine que Josué, tu vas sans doute en parler. C'est-à-dire qu'on a un objet dont on se dit que ça devrait être un objet formaliste un peu parfait avec une perfection mathématique. Et si on regarde dans le détail, on a un peu le sentiment que c'est pas toujours conséquent, c'est pas toujours si précis que ça, sur des trucs de découpage par exemple. Et donc je comprends tout à fait qu'on puisse considérer le film comme un peu un symptôme d'une sorte de mauvais minimalisme, au sens où en fait, comme le film en fait très peu ou en dit très peu, il laisse le spectateur dérouler, pédaler tout seul pour prolonger intellectuellement des trucs qui seraient pas vraiment exploités par le film. Et globalement sur la forme du sketch chez Jarmusch, moi j'ai toujours un peu de réticence. Il l'a déjà fait, comme tu l'as dit, dans Night on Earth, dans Coffee and Cigarettes. Et donc ce qu'on a, c'est le cas d'un cinéaste qui en fait s'impose à lui-même et en même temps nous impose toute une série de contraintes qui vont être retour d'objets, de formules, de couleurs, de procédés techniques. Et ici on a par exemple un jeu dans chaque segment de personnages qui arrivent et hop se rendent compte qu'ils ont des couleurs assorties. On a des plans par exemple en plongée qui reviennent de façon récurrente dans le deuxième segment. Donc un principe de répétition qui n'a pas vraiment de sens symbolique, qui n'a pas vraiment de signification, mais dont on sent que le but c'est de créer une sorte d'arbitraire formel qui viserait à mettre en place on dirait un système en art contemporain, un dispositif, et même on peut dire un dispositif ornemental. Et je crois que moi j'exclus pas que Jarmusch finalement ce soit une espèce de cinéaste décoratif, au sens où ce qu'on pourrait appeler son minimalisme en fait serait plutôt un principe justement de répétition de motifs avec l'idée de faire quelque chose d'assez purement décoratif, comme on ferait des carreaux de faïence ou quand on parle de répétition de motifs dans un papier peint par exemple. Et je pense que ça a rencontré à un moment une certaine cinéphilie où en fait Jarmusch répondait à une certaine attente sur la base d'un cinéma un petit peu
d'agrément et de parure. C'est un cinéaste dont il fait bon avoir un poster dans sa chambre quand on invite quelqu'un. Et en ce sens, je pense que on peut dire que Jarmusch il est assez proche par exemple du personnage de Golshifteh Farahani dans Patterson, qui fait ses petits ronds, ses petits cupcakes en répétant sans cesse les mêmes formes. Mais alors après la question c'est si on accepte ce principe-là, qui est que bon, on a une espèce de forme un petit peu corsetée, un petit peu systématique, qu'est-ce que cette forme produit et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce dispositif-là? Est-ce que ça produit quelque chose en gros, ou est-ce que c'est vraiment une sorte de vase clos vaguement joli et donc qui sert à pas grand-chose? Cette chose-là, je pense qu'elle est encore... elle n'est pas forcément... la réponse qu'il apporte dans ce film-là n'est pas forcément hyper convaincante, mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est que peut-être accidentellement, je trouve que cette forme Jarmusch rencontre quelque chose de son thème, en l'occurrence ici, le thème de la famille. Puisque si on se pose un peu la question de la famille au cinéma, les films de famille au cinéma, on peut se dire que globalement, dans la majorité des cas, on a un problème sur la base, un problème narratif qui est lié au fait que la famille, c'est un lien qui nous préexiste et qu'on n'a pas choisi. Et donc, ce qui se passe, si on prend par exemple Coppola, c'est ça, c'est les liens du sang qui nous déterminent fatalement. Mais même, je sais pas, la toile d'araignée psychanalytique chez Desplechin. Et pour prendre un cinéaste qui est beaucoup plus proche de Jarmusch, chez Ozu, toutes les fictions d'Ozu reposent un peu sur cette même idée que... en fait, au départ, on a un ordre initial dont la mise en scène est solidaire et que tous les films racontent la même chose, à savoir l'éloignement, la dissolution progressive de ce lien et la séparation des membres de la famille par une série de petites variations formelles. Avec Jarmusch, c'est vraiment complètement différent parce qu'en fait, au départ, à cause de l'arbitraire de son dispositif, en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport entre les individus. Et donc, en fait, la famille, elle n'est pas du tout donnée. Elle n'est pas fondée en nature et d'ailleurs on a vraiment du mal à croire par exemple que dans le premier segment, Adam Driver puisse être le fils vraisemblable de Tom Waits. C'est quelque chose qui, a priori sur le papier, n'est pas fait pour fonctionner. Évidemment, il renforce tout ça, ce sentiment d'artifice généralisé avec les costumes dont on va peut-être reparler, le fait que en fait, le film est produit par Yves Saint Laurent et Vaccarello, qui fait que en fait, les personnages sont tous habillés super smart, super luxe. Oui, j'en parlerai notamment. Et on a l'impression effectivement de voir tout le temps des acteurs costumés. Et il me semble qu'en même temps, cette situation d'apparat est assez cohérente avec ce que le film raconte, puisqu'on est dans la tenue, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire que les personnages tiennent leur rôle de membres de la famille par la tenue. Un peu comme... je pense à certains films de Wes Anderson où on a l'impression qu'en fait les personnages sont plus ou moins des poupées de chiffon qui risqueraient de se disloquer si on leur retire leurs costumes, leurs survêtements, par exemple dans la famille Tenenbaum. Mais c'est vrai que pour le coup les vues génitales dans la deuxième partie qui mettent en scène un menu, enfin une table de salon de thé extrêmement ordonnée, etc. Oui, c'est un peu un plan la Wes Anderson, une espèce de contrôle un peu maniaque comme ça de l'espace, du décor, etc. de l'ornement. Effectivement, mais oui, moi aussi j'y ai pensé, tout en trouvant que le film est quand même moins fort que certains films de Wes Anderson là-dessus et beaucoup moins émouvant, beaucoup moins touchant dans ce qu'il met en place. Malgré tout, ça m'a assez intéressé ce truc de la réunion de famille comme aberration spatiale, c'est-à-dire qu'on concentre dans le même espace, dans le même cadre, des gens qui... non seulement n'ont pas de lien les uns avec les autres, mais qui en plus n'ont rien à se dire. C'est pas seulement qu'ils peuvent pas se parler au sens de l'incommunicabilité un peu plate, mais c'est que même, en fait, ils s'en fichent. Ils ont pas envie de se parler les uns avec les autres. Et donc, en fait, comme la famille préexiste pas, comme la famille n'a pas de
de substance quelque part. Ce qui se passe, c'est qu'il faut l'inventer comme une fiction pour laquelle on va créer un cadre. Et donc ça, c'est même un petit peu lourdement disposé par le film, puisque chaque segment commence par sauf le troisième, mettons les 2 premiers segments commencent par le cas d'un parent qui va créer une scène, qui va installer un décor. Si je peux me permettre, d'une certaine manière, le troisième segment commence aussi comme ça, c'est-à-dire dans une mise en disposition. Et qu'est-ce qu'on fait aussi dans le début du troisième segment ? On va passer chez le dealer et on va avoir une mise en scène qui se veut un peu plus flottante, plus atmosphérique, quelque chose aussi comme ça. Donc il y aurait d'une certaine manière aussi une forme de mise en disposition dans le troisième segment. Si je peux me permettre de rebondir sur le sens général de ton intervention, il y a plein de choses avec lesquelles je suis en accord. 2-3 trucs en revanche qui me posent un peu question, notamment quand tu dis que le film aurait peut-être ce problème en fin de compte de nous laisser imaginer, extrapoler par rapport à ce qu'il essaie de mettre en place. Moi je pense un peu l'inverse. Je pense qu'au contraire le film est très très clair et qu'il y a d'ailleurs une évolution assez nette entre les 3 segments, c'est-à-dire le premier segment nous raconte une pure mise en scène, une absence totale de liens sentimentaux qui est patente. Le deuxième segment presque, mais il est sauvé par un tout dernier plan où quand même il y a une espèce de résurgence de ce qu'a été la famille, c'est-à-dire quand on voit les 2 sœurs s'en aller, elles se tiennent la main comme si elles allaient à l'école, et là on voit quand même que le personnage Charlotte Rampling, d'une certaine manière, c'est la petite goutte, le petit suc qui justifie quelque part cette réunion, c'est-à-dire, voilà, ça a été mes filles. Elles le sont plus vraiment, mais il reste cette petite chose-là. Et la troisième partie, pour le coup, on sent quand même qu'il y a un lien familial qui est plus exacerbé, etc. Mais alors, moi j'ai un problème avec le supposé minimalisme du film, parce que je pense qu'il est minimalisme en apparence, c'est qu'en fin de compte, j'ai l'impression que le film a strictement aucun mystère et que tout le monde en voit à peu près la même chose et qu'il n'y a pas vraiment de véritable zone d'ombre dans le film, alors même que le vrai dispositif du film, c'est-à-dire au-delà de sa facture ornementale, c'est quand même de partir d'un principe de on est plongé dans une situation et il y a des gestes, des données, des rapports qui ne sont pas donnés tels quels et qu'on doit déduire par rapport à l'évolution de la situation. Alors par exemple dans la première partie notamment, d'où ce père tire son argent, etc. Est-ce qu'il est à moitié dément ou est-ce qu'au contraire c'est un affabulateur ? Bon, la fin répond de manière très nette. Dans la deuxième partie, il y a une espèce d'ambivalence sur le personnage de la jeune fille incarnée, enfin jeune relative, la cadette en tout cas, jouée par Vicky Krieps, à savoir quel est le rapport avec l'amie ou compagne qui l'amène dans son Uber. Est-ce que quelque part sa mère et sa sœur ne sont pas conscientes qu'elle est en train de raconter sa vie, qu'elle est en train de la fabuler, etc. Dans la troisième partie, on peut se demander ce qui est arrivé aux parents, enfin voilà. Mais dans les faits, moi je trouve que le film est en fin de compte extrêmement surligné et de manière parfois très lourdingue. Je vais donner 2 exemples. Par exemple, dans la deuxième partie, à un moment, le personnage de Cate Blanchett qui joue un espèce de petit canard, enfin vraiment un personnage un peu qui est pas très bien dans sa peau, etc. Qui est une aînée, on sent qu'elle est pas très à l'aise. À un moment, elle prend la parole pour annoncer une bonne nouvelle, voilà, qu'elle a une promotion, etc. Et là, tout d'un coup, sa sœur fait un geste que tout le monde remarque. Alors, quand je dis tout le monde remarque, c'est les personnages, monsieur spectateur, c'est-à-dire qu'elle va rompre l'équilibre de ce thé en tendant son bras pour prendre la théière, et donc elle l'interrompt, elle s'intercale entre les 2 personnages, donc mouvement que tout le monde a pu percevoir, et juste après, elle commence à dire moi aussi j'ai une bonne nouvelle, elle dit pardon, je voulais pas t'interrompre. Mais si, évidemment qu'elle voulait l'interrompre, et évidemment que le dialogue redouble le geste. Je donne un autre exemple qui est encore plus parlant, qui est quand on retrouve les frères et sœurs dans la troisième partie. Ils sont en train de réarpenter l'appartement vidé de leurs parents qui sont morts dans un accident. Et à un moment, ils se trouvent dans ce qu'on devine être la chambre des parents. Alors déjà, il y a 2 détails. Bon, alors, le premier, à la rigueur, pourquoi pas, c'est que cet appartement a été complètement vidé. Mais bon, il y a un matelas qui a été laissé en arrière-plan, précisément pour nous signifier qu'on est dans la chambre des parents. Et donc, la fille commence à pleurer. Et là, tout d'un coup, elle dit un truc, mais qui est vraiment... qui est une erreur de cinéaste, ou une erreur de scénariste. Mais elle dit la chambre de papa et maman. Ce qui est une phrase qui n'a strictement aucun sens, puisque les 2 personnages savent très bien ce qu'a été cette pièce, et donc cette phrase-là, cette ligne de dialogue, qu'en plus on avait compris, qu'on avait déduit, enfin c'est toujours très exaspérant quand on est un spectateur de cinéma, qu'on a compris une idée, et que là tout d'un coup le dialogue vient de nous le souligner. Bon, cette phrase, elle nous est adressée directement à nous. Donc en fin de compte, le film est très appuyé, et en même temps, alors il y a des choses qui à mon avis n'ont pas de sens mais qui sont une espèce de pure gratuité. Bon, on va notamment, Marin en parlera peut-être, mais les plans sur les skateurs qui me semblent tenir de la mauvaise poésie ou de la poésie frelatée. Il faut parler de poésie, je pense, parce que c'est quand même la question de la poésie est centrale dans le cinéma de Jarmusch, et j'ai toujours trouvé que c'était l'un des plans les plus faibles de son film. Moi j'aime vraiment pas Patterson, je sais que je suis un peu à part, enfin un petit peu marginal autour de cette table sur la question.
Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est un côté complètement atmosphérique. Alors bon, je vais laisser notamment Marin, je pense, détruire en bonne et due forme la dernière partie, qui est en effet un petit peu étrange ou en tout cas problématique à bien des aspects. Moi, il y a quelque chose qui me frappe et dont on parle assez peu, qui est le rapport à Paris, de manière générale, et notamment Paris filmé depuis la voiture. Alors c'est vraiment un film de voiture, chose un peu bizarre d'ailleurs, là aussi peut-être Marin en parlera, sur la dimension, à la fois il y a des vues entre guillemets quasi documentaires, de contrepoint sur juste on est en train de regarder le paysage, et puis il y a des scènes où on voit bien qu'on est dans l'habitacle d'une voiture, dans un studio, et que derrière c'est du fond vert. Mais il y a un truc très curieux, c'est que donc il y a une voiture qui arpente Paris, et donc je pense que tout spectateur parisien, ou même quelqu'un qui a passé quelque temps à Paris, remarquera que le trajet que font les personnages n'a strictement aucun sens. Oui, Pigalle, Saint-Georges, Pigalle, au-dessus de Gare du Nord, Jaurès, voilà, etc. Et que y a une espèce de discontinuité permanente dans l'espace que traversent les personnages, ce qui en soi, bon, c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose d'ailleurs, je trouve que c'est un reproche un peu facile qu'on fait souvent d'ailleurs au cinéma hollywoodien, notamment quand on voit des films d'action qui se passent dans Paris, c'est que généralement oui, il y a un non-respect de la topographie. Alors par exemple Mission Impossible Fallout, qui est vraiment pas le Mission Impossible que je préfère, mais je trouve que c'est la meilleure partie du film. Pourquoi ? Parce que y a une façon, moi je trouve ça passionnant d'ailleurs, de redécouper l'espace à l'aune d'une logique purement formelle ou architecturale. Il y a un autre film qui fait ça, je trouve, de manière vraiment assez merveilleuse. Et je le précise parce que c'est un film dont on n'a pas assez dit à quel point il était quand même assez passionnant, c'est The Killer de Fincher. Et notamment tout ce qui se passe autour de la place de la Contrescarpe. En fin de compte, il y a une sorte d'illogique dans le trajet en moto du personnage de Fassbender, mais il y a une logique de rapport d'angle, d'escalier qu'on dévale, etc. Là, vraiment, il faut se lever très tôt le matin pour voir une logique de raccords architecturaux, formels ou que sais-je, qui lirait les faux raccords. C'est-à-dire, ça traduit aussi un rapport très atmosphérique que le cinéma de Jarmusch a au monde de manière générale. Moi, ce qui pas forcément me pose problème, c'est juste qu'est-ce que ça produit ? Ça produit quand même un film hyper souligné, qui surjoue son mystère et qui déplie quand même une poésie extrêmement convenue, quoi. Je veux dire, moi je suis pas un très grand jarmuschien. Il y a des films que j'ai aimés quand j'ai découvert au lycée ou jeune adolescent, mais je dois dire que ce film-là, oui, pour moi entérine les limites d'un cinéma, mais ça date pas d'hier, quoi. Vraiment, même Only Lover Left Alive, que ça, je trouve que c'est vraiment des très mauvais films. Moi j'aime plutôt Jarmusch, et j'aimais Only Lovers Left Alive à la sortie. Après j'avais 19 ans, je l'ai pas revu depuis, et j'aimais beaucoup Patterson à un âge plus raisonnable déjà, et puis pas du tout The Dead Don't Die, film un peu nul et non avenu, dont pour moi la seule justification est finalement sa citation dans le film de Kaurismäki, où j'ai l'impression qu'en fait The Dead Don't Die a été fait pour être cité par Kaurismäki après, et la scène chez Kaurismäki est assez réussie dans Les Feuilles Mortes. Ce que j'aime bien en fait chez Jarmusch, c'est qu'il y a quelque chose d'à la fois très, dans ce type de film là chez lui, de très relâché et terre à terre, et en même temps de complètement bizarroïde et mystique, c'est-à-dire que il va s'intéresser à des choses extrêmement concrètes, comme la route effectivement que prennent les personnages. Il y a vraiment des longs plans de route qui sont très plats, quoi. Il y a une espèce de platitude de la caméra est installée à l'avant de la voiture et on va juste filmer un peu, ça m'a fait l'effet de ces voitures qu'on croise dans la rue, un peu Google Street View parfois. Et voilà, il va s'intéresser à ça de façon presque mystique. Ça devient presque comique quand ça se passe sur le périphérique parisien. On se dit incroyable, Jarmusch file cette atrocité qu'est le périphérique parisien, mais d'un coup ça devient un peu poétique. Mais disons, voilà, j'aime bien les choses un peu concrètes chez lui. Par exemple, un détail peut-être un peu minuscule, mais qui pour moi a un peu son importance. Dans les films de Jarmusch, on voit quel livre il y a dans les bibliothèques. Voilà, c'est installé et tout est un peu précis comme ça. Disons que je suis d'accord avec toi sur le côté, le minimalisme du film n'est pas vraiment mystérieux, il est un peu surligné, mais ce que j'aime bien, c'est pas tellement la partie mystère, le côté les silences qui en disent long, etc. Effectivement, ça m'intéresse pas tant que ça, c'est plutôt le fait que dans les trois parties, surtout les deux premières, il constate simplement des problèmes et il va jamais jusqu'à la résolution. Il s'arrête avant, c'est juste regardez cette famille où le père ment et ils n'arrivent pas trop à se parler. Disons qu'il n'y a pas d'évolution conflictuelle pendant les parties. Au début ça se passe pas bien, à la fin ça se passe pas bien, et puis c'est comme ça. Et j'aime bien cette attitude un peu méditative par rapport à ce qu'il regarde, de juste dire bon voilà, c'est comme ça, et d'aller dénicher dans ces choses qui sont comme ça et qu'il ne peut pas
changer par la magie du scénario, aller chercher des choses qui l'intéressent, que ce soit effectivement un mysticisme parfois un peu forcé, donc ces espèces de plans récurrents de skater. Enfin, en général, les rimes du film, comme l'a dit Camille, sont vraiment là pour faire système, mais voilà, c'est cette histoire de l'expression un peu vieillotte qui revient dans la bouche des personnages, ou de la fausse ou vraie montre Rolex. Enfin, là, je trouve ça pas très intéressant, mais néanmoins plus dans les rapports un peu bizarres entre les personnages qui n'arrivent pas à se parler, surtout entre la première et la deuxième partie. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez touchant. Et moi, ce que j'aime bien peut-être dans les films à sketch, disons, c'est que on peut un peu jouer à un jeu cinéphile, de dire quelle est ta partie préférée, et en général si un film à sketch est réussi, les gens n'ont pas forcément la même partie préférée. Là il y aurait un problème, je trouve, avec le film de Jarmusch, qui est que les gens qui aiment vraiment le film préfèrent la troisième partie, et la plupart des autres préfèrent, moi c'est mon cas, préfèrent la première partie, peut-être plus mystérieuse, plus drôlatique, et avec Adam Driver qu'on n'avait pas vu depuis Megalopolis, qui je trouvais vraiment génial, avec pas grand chose. Je sais pas s'il est vraiment génial, et oui, par ailleurs, pardon, je fais une petite pause là-dessus, parce que peut-être avant de parler, moi ça m'intéresse pas beaucoup dans le film, mais normalement je sais pas si vous êtes fait la réflexion, pareil, j'ai pas vu personne en parler. Il y a un truc très troublant. Bon, alors le film, comme aujourd'hui pas mal de coproductions internationales, etc., a beaucoup de logos, etc. Et on a le logo intégral de Mubi, qui est un logo avec plein de petits halos comme ça scintillants, et il y a un vraiment truc très troublant, c'est que le générique d'ouverture et les interludes sont vraiment presque un prolongement de ce logo publicitaire. Oui, des images expérimentales ça dit un quelque peu chose vaseuses, quand même, d'ailleurs. je trouve, entre guillemets, de la poésie, parce que tu dis à quoi bon les espèces de rimes, etc. Je pense que ça s'inscrit dans une logique un peu pauvre de poésie, mais du niveau de pauvreté des poèmes qu'écrivait Adam Driver dans Patterson, quoi, de ce degré-là. Il y en avait des très beaux dans Patterson, des poèmes de Carlos Williams. Mais en fait là je trouve qu'il y a vraiment surtout un problème entre une espèce de forme qui se veut vraiment modeste et une espèce de wagon énorme de coproduction internationale, qui se passe dans plusieurs pays différents, et avec cette idée des plans tournés en studio, de l'artifice comme ça, hyper voyant, et effectivement de ce côté un peu Saint-Laurent du film, de sa coquetterie, où en fait c'est vrai, moi je parlais de mes problèmes avec Saint-Laurent par rapport à ce film-là, et un ami me disait... Tu veux dire dans ton texte ? Non, en général à l'oral avec un ami, mais qui me disait mais c'est comme le cinéma français, c'est toujours des marques qui habillent, mais je trouve qu'il y a quand même une différence entre un film français random avec des costumes Agnès B et Cézanne, et vraiment l'industrie du luxe qui produit directement un film pour mettre ses vêtements. Et c'est vrai que moi il y a un problème dans le film où à un moment je vois que les acteurs, qui sont quand même majoritairement des stars, deviennent des égéries, notamment la fin du chapitre avec Tom Waits, où il y a vraiment un long plan où il essaye son costume et on voit qu'il est parfaitement ajusté, et certes ça va avec l'histoire de ce personnage qui ment à ses enfants sur sa situation financière, mais je sens que Jarmusch se laisse un peu avaler par mais ça serait postulé que Jarmusch n'a pas d'emblée un devenir The Couples, c'est-à-dire ça a toujours été une affiche de pub. C'est mon problème. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a les premiers films sont beaucoup plus pauvres et étranges aussi dans la pauvreté, et là c'est aussi que justement l'étrangeté disparaît un peu, je trouve, avec la partie plus luxueuse, disons, et c'est vrai que la dernière partie à Paris est un peu compliquée là-dessus. Enfin, on sent je sais pas, le personnage de la concierge interprété par Françoise Lebrun, on voit tout de suite le cinéaste américain cinéphile qui va caser son ami critique en dealer de champi pour microdosing. Enfin, tout ça est quand même un peu beaucoup avalé, ce qui fait qu'effectivement la troisième partie, où tout va bien entre les deux personnages qui s'aiment, etc., même si je suis plutôt d'accord avec la thèse de Jean-Marc Lalanne, qui est assez belle, qui est que en fait le film raconte qu'on peut aimer ses parents que quand ils sont morts, que c'est ce que raconterait la troisième partie, mais qui pour moi de façon un peu théorique. Et c'est vrai que quand on en arrive, disons, au plan le plus chargé du film, qui serait un panoramique à 360 degrés dans un appartement vide, pour moi ça
ça fait baudruche, quoi. C'est marrant parce que Jarmusch, en entretien, dit que c'est le plan du film. Ah bah voilà, je l'ai pas lu. Moi, pardon, je t'interromps. Je considère que, en plus, le problème du dernier segment, c'est qu'on a l'impression que ces deux jeunes acteurs, en fait, leur problème, c'est que c'est aussi des acteurs qui sont tellement préformatés pour être dans un film de Jarmusch que, en fait, il y a rien qui peut se passer en termes d'événements à l'écran entre eux, quoi. C'est-à-dire que ils le disent en interview que ils ont grandi en rêvant de jouer dans un film de Jarmusch qui est leur cinéaste préféré. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu précalibrés pour que ça fonctionne. Quelque part, qu'il y a quelque chose de trop lisse dans ce processus-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu contradictoire. Non, mais je suis d'accord avec ton propos, mais contradictoire avec ce que fait la partie. Parce que ce que nous raconte quand même la partie, c'est qu'en gros, les parents étaient des comédiens, les parents mentaient, les parents étaient des faussaires qui mentaient sur leur identité, etc. Et qu'on va aussi prendre un décor dont on enlève quasiment tous les drapures, etc. Enfin, qu'on enlève tous les rideaux et compagnie, qu'on va complètement dénuder. Et donc en gros, cette idée que qu'est-ce que va faire la troisième partie, c'est qu'elle va, en principe, et justement c'est pas ce qui se passe, on va se débarrasser de tout ce qui faisait obstacle dans les deux premières, c'est-à-dire le décorum. Mais en même temps, à la fin, il y a le débarras qui est quand même crucial parce que, en plus, je crois ça, que assez beau pour le dans coup, le débarras, oui, moi aussi, je trouve ça assez beau. Il y a des objets qui étaient chez Tom Waits dans le premier segment. Donc, en fait, on a un peu l'idée que, en fait, c'est comme si ça confirmait le fait qu'on a affaire à la même histoire, au même problème, rejoué à chaque fois, en fait, par des mêmes personnages, plus ou moins, sous des vêtements différents, des costumes différents. Après, moi, c'est vrai que ce qui m'a un peu touchée dans le film, c'est aussi ce côté, je pense que ça rejoint ce que tu disais, Marin, sur, en fait, un moment, moi, dans les scènes, je guettais un peu le moment où, justement, la famille allait consister de manière un petit peu conditionnelle, quoi. Est-ce que l'événement de la famille va avoir lieu ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment... un lien va se construire entre ces personnages et plus souvent en fait c'était un peu rétrospectif, c'est-à-dire à quel moment dans le segment quelque chose comme une famille a existé. Et moi c'est cette espèce d'incertitude là ou d'hésitation qui me touche peut-être, mais... En conclusion, alors c'est intéressant parce que deux choses quand même, j'y pense maintenant, c'est qu'il y a quand même cette idée que la vérité des parents se trouve dans les cartons. C'est un peu ce que nous raconte aussi le film, c'est-à-dire qu'au début il y a des espèces de boîtes qui sont installées de manière fausse. Voilà, il y a aussi cette histoire de le personnage de Charlotte Rampling est une romancière et donc à un moment on a accès de manière un peu drôlatique au fait qu'elle écrit des bouquins visiblement à l'eau de rose. Mais il y a aussi autre chose qui est c'est un peu triste ce que raconte le film. Qu'est-ce que nous raconte la dernière partie ? Il nous raconte qu'une famille qui marche, c'est une symétrie fonctionnelle en gros. C'est-à-dire que durant les deux premières parties, il y a un truc asymétrique. Enfin, il y a une symétrie en même temps des deux frères et sœurs contre le personnage de Tom Waits. Dans la deuxième partie, au contraire, il y a cette espèce de décor. C'est un peu cliché de dire ça, mais à la Wes Anderson où en effet il y a un malaise qui perce. Et à la fin, c'est la gémilité. C'est-à-dire ça marche parce que ce sont les mêmes, littéralement. C'est un peu ce que nous raconte le film. Et que l'horizon, entre guillemets, harmonieux, poétique, mais là on revient à Patterson, c'est de la symétrie, en gros. Et donc c'est un petit peu, on en revient à ton point de départ, du décorum ou de l'ornement, et que c'est là, entre guillemets, l'idéal de l'organisation du monde selon Jarmusch, quoi. Pour faire ceci près qu'on n'est pas, enfin, je trouve qu'on n'est pas certain, justement c'est toujours conditionnel, on n'est pas certain que à la fin ça fonctionne. Je trouve que il y a une espèce d'aspect tautologique ils se replient l'un sur l'autre, mais on peut dire ça, mais il y a une symétrie même entre la toute fin du film et la fin de la deuxième partie. C'est-à-dire quand est-ce que ça marche la famille, c'est quand il y a deux corps qui marchent en même temps à l'horizon et qui s'en vont. Et que en gros, c'est ça un petit peu les deux moments, les deux plans où il y a une famille qui fonctionne dans le film. Et pour la carte blanche du jour, je vais parler d'un autre cinéaste indépendant américain culte des années 90, mais qui lui, au lieu d'enfler jusqu'à des coproductions internationales et les grands festivals, est resté vraiment arrimé à son indépendance au point de devenir vraiment un cinéaste confidentiel. Donc je veux parler de Hal Hartley, qui vient de sortir fin décembre sur son site internet son dernier long métrage, Where to Land, le premier en 10 ans depuis. C'était Ned Rifle à l'époque avec Aubrey Plaza, et donc voilà, qui est vraiment
disponible sur son site internet. Vous pouvez acheter un Blu-ray pour beaucoup d'argent ou simplement le louer sur son Vimeo, puisque voilà, c'est vraiment devenu quelqu'un qui contrôle un peu tout à partir de site internet et qui finance ses films par des campagnes Kickstarter. Et c'est un film vraiment un peu trébuchant, un peu ingrat. Il y a vraiment une image comme ça, grisâtre, assez moche, et c'est l'histoire d'un cinéaste d'une cinquantaine d'années qui est réalisateur de comédies romantiques et qui se prend comme ça. Le film commence par une scène où il va voir quelqu'un qui travaille dans un cimetière en lui demandant j'aimerais bien travailler dans le cimetière, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait c'est toute une galerie de personnages autour de lui va interpréter cette envie de travailler dans un cimetière et parallèlement de rédiger un testament, ce qu'il est aussi en train de faire, comme un aveu un peu caché qu'il s'apprête à mourir, qu'il a une maladie incurable. Et on va le suivre comme ça pendant une journée dans plein de petites scènes dialoguées vraiment à l'Artless, c'est-à-dire que les gens parlent à un niveau philosophique et intellectuel vraiment supérieur à celui de la réalité, avec toujours un sens de la répartie complètement anormal et assez génial. Et voilà, une bande va un peu se former autour de lui, et évidemment le personnage principal, interprété par Bill Sage, donc un vieux de la vieille de Hal Hartley, est évidemment un autoportrait de Hal Hartley qui fait un film dans son appartement avec ses amis de toujours. Et c'est un film qui est moins révolté et torturé que ces films des années 90, mais il y a comme ça une espèce d'émotion un peu comme il pouvait y avoir dans les films tardifs de Vecchiali, et une drôlerie comme ça vraiment totalement unique qui fait que je vous conseille d'aller dénicher ce dernier film de Hal Hartley. Et on embraye avec Le Sud El Sur de Victor Erice, film de 1983 qui vient de ressortir. Donc c'est le deuxième film de Victor Erice sur 4 seulement, qu'il a réalisé 10 ans après L'Esprit de la Ruche, et qui est un film pour lui inachevé, puisqu'il devait y avoir une deuxième partie qui se passe réellement dans le sud, mais que le producteur a décidé de ne pas financer. Donc voici un film qui s'appelle Le Sud et qui se passe uniquement dans le nord de l'Espagne dans les années 50, et on va suivre Estrella à 2 périodes de sa vie, d'abord quand elle a 8-9 ans, puis quand elle a 15 ans, et on va suivre comme ça la manière dont elle sa relation avec son père, surtout comment elle le voit, son père qui on le comprend a un passé mystérieux, qui s'est battu contre les franquistes et qui a perdu, et qui est comme ça un personnage assez solitaire, qui par ailleurs a un pendule et comme ça comme doté de pouvoirs magiques, en tout cas dans les yeux de sa fille. Donc un film très mélancolique, mais aussi assez romanesque, qui fonctionne avec plusieurs voix off. Donc moi j'avais déjà vu le film que j'ai revu avec plaisir, mais toi qui as découvert le film, Josué, qu'en as-tu pensé? Alors c'est un peu compliqué, je trouve le film à la fois assez beau, mais plombé par un problème de dispositif que je vais un peu détailler. Mais alors juste avant, une chose, je trouve ça bien, là on prend l'occasion aussi parce qu'on a un mois de janvier qui est un peu plus contrasté. L'origine on voulait parler de Elam Mackey de James L. Brooks, mais le film ne sortira en VOD que début février, mais de se dire de prendre un film de patrimoine et d'essayer aussi de faire quelque chose que moi je trouve un petit peu dommage dans le champ de la critique de manière générale. Enfin je comprends qu'on adore le film, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui la critique de patrimoine a tendance quand même un petit peu à lisser les aspérités des films, et que par exemple ça n'existe pas de critique nuancée ou négative de ressorties comme celui-là. Et même si je trouve que le film a des qualités notamment plastiques, moi j'ai cru que ça serait un chef-d'œuvre sur le premier plan, qui est vraiment une espèce de sortie comme ça de l'ombre, de percée de la lumière, qui fait penser un peu à un plan que j'adore dans Adieu au langage de Godard. Ça c'est très très beau. Alors préciser un petit peu, ce père à la fois est un personnage qui prétend avoir des pouvoirs magiques, mais aussi qui a un sourcier. Il y a toute une espèce comme ça de soubassement surnaturel que va travailler le film. Mais en gros, quel est le dispositif? Alors notamment un truc dont je trouve qu'on parle pas assez. Alors toi tu viens de parler des voix off, mais la voix off est quasiment
omniprésente. Bon, c'est une première réserve que j'ai sur le film, c'est que je trouve que c'est un film assez textuel. Et c'est un film qui parfois va redoubler aussi les choses qu'on peut comprendre dans le plan, alors de manière un peu différente du Jarmusch, mais tout de même. Alors par exemple, dire exactement quel est le dispositif, donc c'est un personnage qui, d'un point de vue adulte, revient, donc regard rétrospectif, tout le film est un flashback sur son enfance, et va raconter en gros une forme de déciment, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a un rapport, on le voit, quasiment amoureux à son père. Il y a des scènes, on y reviendra, je pense qu'il le détaille de manière très nette, enfin en tout cas qui a un rapport intime beaucoup plus fort qu'à sa mère, et donc ça va être aussi une manière de lever le voile, de faire tomber un peu la statuette, hein, comme dirait Steinbeck, sur l'image qu'on a un peu idéalisée de ses parents. Et donc le film se présente comme une suite de souvenirs et commence par un souvenir impossible qui serait le moment où le personnage du père, à l'aide de son pendule, devine le genre de son enfant et le baptise. Et donc, alors là, déjà, premier petit bémol d'emblée, c'est-à-dire idée très très belle, mais qui pose question, c'est-à-dire que on devine bien que ce plan-là est impossible, puisqu'on a un point de vue rétrospectif et en même temps on a un point de vue que ne peut pas voir l'enfant, et d'emblée la voix off nous le dit. C'est-à-dire, bon, là... Je peux comprendre qu'on trouve ça relativement anecdotique, mais moi ça m'embête un peu, c'est-à-dire qu'au moment où je me dis bah tiens ce plan est impossible, la voix off me dit ah mais est-ce que c'est un souvenir ou une image que je me suis inventée, puisque cette image je ne peux pas l'avoir eue, donc je l'ai probablement conçue après coup. Là ce qui me pose un peu question, c'est que en gros, bon il y a deux scènes que je trouve vraiment très belles, que sont la scène de la première communion, et notamment, alors bon le père est vraiment filmé comme un fantôme au fond de l'église, mais notamment il y a un raccord qui est très très beau, où l'enfant, juste après avoir eu donc cette cérémonie, a vraiment un discours de petite amoureuse, qui est, elle se répète, il est venu pour moi, parce qu'on devine que son père est non seulement athée, mais probablement anticlérical. Et il y a le plan suivant, raccord très beau, où on part du voile de la communiante, et il y a un travelling arrière qui nous montre le père et la fille en train de danser. Donc c'est très beau, c'est qu'on assiste à une communion, mais en fin de compte non, on assiste conjointement à un mariage. Et d'ailleurs plus tard dans le film, il y aura une scène dans ce même restaurant, dans un hôtel, où il y aura justement un mariage à côté, et on assiste aussi, on devine, à des funérailles. Avec la même chanson. Voilà, avec la même chanson, donc c'est à la fois une communion, un enterrement et un mariage. Et puis il y a une scène qui est très très belle aussi, où la fille sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas avec son père, elle le suit jusqu'à un cinéma, et à un moment il y a encore une fois un mouvement de caméra qui de mémoire est un mouvement ascendant donc vers le haut du cinéma, et là ensuite on va pénétrer à l'intérieur du cinéma, mais quasiment mentalement, donc c'est-à-dire que cette image impossible, puisque la fille reste en dehors de son père en train de regarder un film, là il y a la mise en scène qui nous pointe que c'est probablement un fantasme, etc. Et puis au contraire, quand on va ressortir du cinéma, il va y avoir le mouvement inverse, c'est-à-dire la caméra qui va descendre, on va revenir à l'enfant, donc on peut imaginer que toute cette scène-là serait une forme de parenthèse. Moi ce qui m'embête, c'est que ce principe-là, qui est très beau, hein, qui est un vrai dispositif de mise en scène, c'est-à-dire en fin de compte, est-ce que ce qu'on est en train de voir est véritablement un souvenir, ou est-ce que c'est un fantasme qui est né de l'enfant? Le problème, c'est qu'Iriché ne va pas tenir ce dispositif, c'est-à-dire qu'il le tient par moments, alors il le tient aussi quand elle imagine que son père est en train d'écrire une lettre potentiellement à l'actrice d'un film, etc. Elle le tient aussi dans un plan que je trouve très beau, une scène dont on parle un peu moins, et là où je trouve que le film nous laisse penser par nous-mêmes, qui est cette scène assez étonnante où la fille s'est cachée sous un lit, et on ne la trouve pas, donc les parents sont inquiets, etc. Et il y a quelque chose qui est très très beau, c'est que d'abord on voit donc la fille sous le lit, et puis elle entend un bruit à l'étage, et là à l'étage on voit juste les petits du père qui tapent avec sa canne, et donc elle suppose que ce serait une forme de dialogue qui serait entre les deux, mais il y a même une autre couche de lecture qu'on pourrait faire du film, c'est que le père est un sorcier, et donc il serait en train de taper parce qu'il serait en train d'essayer de chercher sa fille depuis son grenier, et donc le mouvement, je ne sais plus si c'est son pied qui tape ou une canne, c'est une canne, voilà, donc en plus ça rejoue l'idée du sorcier, ce serait de quelque part de trouver la source émotionnelle du foyer que serait sa fille. Voilà, donc ça serait, c'est des moments où le film pense par lui-même. Il y a d'autres moments où quand même il y a des plans très nets qui ne s'inscrivent pas dans son dispositif, qui sont des plans qui sont plus fonctionnels, ou des plans où en tout cas Erice lâche son dispositif. Alors bon, il y a une scène, c'est un peu évidente, c'est notamment la scène où la tante et la grand-mère, enfin c'est la grand-mère et la nourrice, pardon, arrivent en voiture pour rendre visite à la famille avant la communion. Et là où ça m'embête davantage, c'est des plans qui sont centrés sur le père. Alors par exemple, une scène où il reçoit une réponse potentielle à la lettre qu'il a fantasmée, et là pour le coup, si je me souviens bien, la scène n'est pas du tout médiée par le regard de la fille, et en plus la lettre, telle qu'elle se déplie de manière romanesque par la bof, est une lettre que ne peut pas avoir imaginé un enfant. Donc là il y a quelque chose qui colle pas en tout cas. Et il y a d'autres plans comme ça, moi pareil vers la fin, je sais que tu aimes beaucoup cette scène, donc je vais te laisser la parole après peut-être dessus, qui est la scène où justement du mariage, enfin une scène où en tout cas son père l'invite, et en fait, d'ailleurs la voix off nous le dira, c'est la dernière fois que le père et la fille se voient. Ils sont en train de parler,
Et à un moment, le père s'absente et on le voit aller aux toilettes et il se met de l'eau sur le visage, etc. Et là, on voit bien que ce ne sont pas des plans qu'invente la fille, que ce sont des plans plus fonctionnels qui sont centrés sur la réaction du père. Là où ça m'embête, c'est qu'à l'arrivée, je trouve que cette idée-là, qui est vraiment magnifique, cette idée que tout le film serait dans cette zone indécidable de la reconstitution et en même temps du fantasme, est en fait un truc que le film n'investit qu'à des endroits très précis, localement, 3-4 séquences, et qu'il y a des choses qui sont plus à la fois fonctionnelles et qui tiennent aussi plus d'un élan romanesque. Donc voilà, c'est ma réserve sur ce film qui par ailleurs a plein d'autres qualités, qui a des qualités plastiques, etc. Mais je suis un petit peu déçu de me dire qu'en fin de compte, ce principe formel très fort que le film pose d'emblée, en fin de compte, il va un petit peu lui faire une série d'entraves, pas d'entraves, mais d'à côté, voilà, il va tordre un petit peu son truc, et qui ne le tient pas complètement, en tout cas de bout en bout. Ouais, pour te répondre là-dessus, moi je trouve quand même qu'il y a cet aspect effectivement de film de souvenirs et de souvenirs reconstitués, et que effectivement quand on se souvient d'une période, on a un peu tendance à remplir un peu les points de vue mystère. Donc on était dans cette maison, je sais pas, mon père était en train de faire à manger et on va voir la scène en l'imaginant. Donc pour moi, il y a un aspect quand même un peu logique à embrasser. Par exemple, tu vois, l'arrivée de sa grand-mère, pour moi, c'est pas vraiment une vraie entorse à l'idée du point de vue. Et sur la lettre, je pense vraiment qu'il y a... là, c'est des moments comme ça où moi, ça me touche plutôt dans le film. Je sens le film amputé. Je sens que donc la deuxième partie où elle devait aller dans le sud et aller vraiment faire l'enquête sur son père, sur le passé de son père, elle aurait sans doute rencontré Irene Rios, donc le personnage de l'ancien amour du père interprété par Aurore Clément, et donc aurait sans doute retrouvé la lettre. Enfin, disons, je sens comme ça ce film amputé avec cette idée, un film qui s'appelle Le Sud, qui ne se passe jamais dans le Sud, et en fait pour moi cette absence là, disons que elle participe en quelque sorte à mon émotion du film. J'aurais juste une réserve là-dessus, puis je te redonne la parole, c'est que à la fois je suis d'accord avec toi, on peut sentir que le film est amputé, en même temps je suis à peu près certain, parce que le film n'est pas amputé d'une moitié, le film selon Ritchie visiblement est amputé d'une dernière demi-heure ou d'un dernier acte. Non, je crois que c'est 90 minutes, mais... Bon, peut-être que Camille aura des informations plus précises là-dessus. Il a fait 48 jours de tournage sur 81 prévus. Ah oui, bon d'accord, ok, peut-être. Mais moi je me dis que même s'il y avait une partie en plus, ça ne changerait pas le fond du montage et le fond du problème que là j'ai un peu évoqué sur la première partie, et qu'en fin de compte cette première partie qui fait quand même un film d'1h30 à peu près, et elle est quand même, elle part sur les auspices d'un principe que le film, non, mais disons que par rapport à peu près tous les films qui fonctionnent avec une voix off comme ça du présent, donc du personnage adulte d'Estrella, il y a une logique à retourner à la fin vers cette voix, et là c'est jamais le cas. On ne sait pas exactement d'où elle part, on ne sait pas quel âge elle a d'ailleurs exactement quand elle nous parle, donc déjà il y a cette étrangeté. Et moi aussi, disons, je vais à cette étrangeté du souvenir reconstitué, ça va un peu s'adapter à la picturalité du film qui est très forte. Formellement le film est très beau, et avec, tu parlais du premier plan tout à l'heure, ces moments, il y a plusieurs moments comme ça où il va y avoir vraiment un lever ou un coucher de soleil artificiel, où on sent vraiment que c'est fait avec des projecteurs de cinéma. Et pour moi c'est quelque chose d'assez précis sur comment fonctionne un souvenir, où ces éléments un peu météorologiques sont comme simplifiés par la résurgence de souvenirs. Donc voilà, la nuit tourne d'un coup, le jour se lève d'un coup, ou le fait de s'intéresser comme ça à des gestes en gros plan, donc elle qui prend le pendule, où ça va être vraiment très lent, presque fétichiste. On sent que c'est retravaillé par une espèce d'idéalisation du souvenir. Mais je te laisse peut-être la parole, Camille. Moi je vous rejoins un peu sur tout ce que vous avez dit. Moi ce qui me... Mais disons, peut-être que je serais encore plus sévère sur le film d'un certain point de vue, parce que déjà, je suis d'accord avec toi, Josué, la voix off, moi, vraiment, je trouve que ça fait partie des gros défauts du film, et je crois que c'est un peu un problème récurrent de beaucoup de films espagnols, aussi post-synchronisés de cette époque-là. Et je trouve qu'il y a vraiment une intention de jeu dans cette voix off féminine qui est très agaçante. Et en fait, sur le rapport au littéraire, c'est assez intéressant, parce que le film est adapté d'un roman très court de Adelaida García Morales, qui était la compagne d'Éricé à ce moment-là.
Et en fait, García Morales, c'est une des écrivaines de la première vague de littérature féministe en Espagne à la fin du franquisme. Et tout le livre est écrit non pas seulement à la première personne, mais à la deuxième personne du singulier, parce qu'en fait, la narratrice, qui s'appelle Adriana Epaestrella, s'adresse à son père, et en fait, c'est à la fois une espèce de déclaration d'amour où on est à pieds joints, gros sabots dans le complexe d'Electre, où bon voilà, c'est tout une espèce de schéma psychanalytique qui aussi avait son heure de gloire à ce moment-là dans les années 70, donc bon, j'ai été un petit peu indulgente, mais par ailleurs en fait ce qui est assez intéressant dans le roman et une des raisons pour lesquelles il a été assez important dans l'histoire de la littérature espagnole, c'est que en fait, cette déclaration d'amour, petit à petit, devient un réquisitoire et devient une déclaration de haine. Et en fait, la lisière entre l'amour du père et la haine du père, elle est très très fine dans le livre. Et en fait, le livre commence littéralement par « Demain matin, j'irai sur ta tombe ». Et il y a cette idée assez forte qu'en fait, l'acte d'écrire jaillit de la mort du père et que presque d'un point de vue symbolique, c'est la mort du père qui rend possible cette écriture, qui en même temps est aussi une façon de tuer le père de manière continue. Et en fait, Hérissé fait un truc qui est complètement différent, c'est-à-dire que lui va être plutôt dans... alors, moi j'aurais aimé voir le film comme effectivement la marque d'une perception intime où on est dans le cerveau de l'enfant et il y a un peu dans le cerveau plutôt de l'adolescente ou de l'adulte se remémorant son adolescence et son enfance avec cette idée qu'en fait chaque image est un peu la chambre noire du cerveau de la jeune fille qui va projeter ses images souvenirs. Mais justement, moi je trouve que tout ça est vraiment beaucoup trop théorique. C'est-à-dire que chez Hérissé, j'ai l'impression que le fonctionnement de la mémoire, que la question de l'enfance, c'est à chaque fois des questions conceptuelles sur le regard et qu'il y a toujours la métaphore du cinéma énorme. Je trouve ça un peu dur hein, parce que ce soit dans L'Esprit de la Ruche ou dans ce film-là, pour moi c'est des films qui sont quand même hyper précis sur... qu'est-ce que c'est l'affect d'une enfant et comment ça... Enfin, pour moi, le niveau théorique est toujours là, mais qui sans jamais se départir justement d'un intérêt que je trouve assez unique à ces deux films en tout cas. Un peu dans ton sens, j'ai l'impression que le film idéal que tu décris, Camille, existe, mais localement. C'est-à-dire il y a des endroits très précisément où se matérialise sur la chambre noire, etc. Et que ce que tu dis sur l'écriture, c'est hyper intéressant, mais que le film partirait d'une idée voisine ou en tout cas qui pourrait dialoguer avec, qui serait un petit pas de côté, ça serait qu'aussi la filiation, ce serait la transmission à la fois d'un don et d'une malédiction, voilà, avec le pendule, etc. Et peut-être aussi cette idée de le pendule chercher la source et qu'elle-même va être une espèce de sourcière de la mémoire, quoi. Mais là, je suis d'accord que c'est une idée qui est un petit peu peut-être conceptuelle ou théorique. Mais c'est vrai, mais j'ai le sentiment que chez Hérissé, il y a toujours ce truc de... le regard de l'enfant l'intéresse en tant que c'est une manière de filmer le monde comme une sorte d'énigme et en fait que dans le film on aurait ce truc que l'image qui résumerait un peu le film ce serait la serrure avec un ray de lumière qui perce et ce ray de lumière évidemment c'est le projecteur de cinéma et en fait on ne sait jamais vraiment si le mouvement du film est celui d'une élucidation, c'est-à-dire que le fait d'amener la lumière dans les plans, ça va être révéler quelque chose sur le passé et le comprendre, ou si au contraire il y a une logique de ressassement qui est en fait une logique de rite et même d'idolâtrie qui est quelque part on se love dans ses souvenirs, on apprécie et la scène du cinéma est assez ambiguë là-dessus, c'est-à-dire est-ce que elle révèle quelque chose du fait que le père trompait la mère ou du fait qu'il a cet ancien amour qui quelque part comme tu disais le rendrait humain, le désacraliserait ou marquerait une séparation, un éloignement entre le père et sa fille et en fait ça devient à la place cette scène la production d'une nouvelle image qui va être projetée à nouveau sur le père, donc une espèce comme ça de nouvelle fiction qui se surajoute à la fiction. Mais moi ce qui m'ennuie un peu aussi dans ces images magnifiques, splendides de toute la première partie, c'est que je trouve justement que c'est des images qui pour moi ont un côté trop
trop précieux, trop mythologiques, qui sont autosuffisantes, qui sont sans hors-champ. Et je trouve que du coup, les personnages, par exemple le personnage de la mère est complètement sacrifié parce qu'en fait, elle existe très peu dans le film. Et ça, c'est un souci que j'ai aussi avec l'esprit de la ruche, en fait, je pense, en réalité. J'ai le sentiment que chez lui, l'enfance a une dimension un petit peu théorique, c'est-à-dire que c'est soit un dispositif de réception émerveillé ou horrifié du monde, comme Anna Torrent dans l'esprit de la ruche, soit un dispositif de projection d'images. Et je n'arrive pas trop à sentir l'incarnation de ce père, de cette jeune fille là-dedans. Juste une petite... parce que je pense que ce que tu décris, à mon avis, est moins tant un problème du film sur le rapport à la mère que quelque chose qui est un peu conscientisé. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, le début du film, et où on voit un petit peu, alors au-delà de cette espèce de... On voit que c'est la dernière interaction avec le père, ou du moins que le père a disparu à ce moment-là, etc. Il y a toute la scène du grenier, où en gros, la mère, elle est dans le concret, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, en train de faire ses tâches ménagères, et il ne faut pas faire de bruit. Et au contraire, le père est dans un espèce d'espace mythifié, qui est véritablement une chambre noire, quel grenier, etc. Donc je pense que ce partage des tâches, il est quand même assez net. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas projeter de mystère, de mythologie, etc. sur la mère, parce que c'est une mère, et elle fait son travail, tandis que le père, au contraire, est une espèce de figure atmosphérique. Et moi, ça me semble pas forcément quelque chose qui est reconduit, c'est-à-dire Eriché, qui aurait une espèce de vision comme ça, genrée, etc. Je pense que c'est assez récurrent, même dans les schémas familiaux de cette époque, ou même jusqu'à peu, c'est-à-dire aussi qui traduit une forme de partage aussi des tâches, de manière très nette entre. Je trouve le personnage de la mère assez émouvant. En plus, effectivement, il est un peu en arrière-plan, mais on sent. Je trouve Eriché arrive à l'investir quand même d'une forme de réalité. Pour elle, contrairement au non, mais par exemple, quand elle accueille sa belle-mère, dans la manière de l'accueillir, de lui faire le baiser de convenance, disons que je sens quand même quelque chose de supplémentaire sur ce personnage à ce qu'on y voit platement. Enfin, je trouve le film quand même assez précis. Moi, simplement, je voulais défendre un peu la voix off du film. Déjà, j'aime bien les voix off en général, chacun ses problèmes, mais là, je trouve quand même qu'elle est utilisée assez différemment à pas mal de moments et de façon intéressante pour charger des scènes a posteriori ou avant. Par exemple, il va y avoir ce moment où pendant la visite de la belle-mère, il y a aussi la gouvernante qui est là, Milagros, et on va entendre du coup la voix qui dit pour moi Milagros c'est la femme qui s'est occupée de mon père quand il était jeune, et c'était quelqu'un de vraiment extraordinaire, qui parlait énormément. Et ensuite on va avoir une scène où elles dorment dans la même chambre et où elles ont une discussion sur le passé du père, sur une espèce de petite philosophie de comptoir sur la guerre et le fait que le bien change de camp, entre guillemets, qui est évidemment une forme de mettre les choses sous le tapis pour le personnage de Milagros. Et en fait, le fait qu'on ait entendu cette voix off avant qui disait ce personnage était extraordinaire pour moi, j'ai l'impression que ça nous fait regarder la scène assez différemment, et on voit que elle a été chargée par quelque chose, et on comprend que cette conversation est extrêmement importante dans la vie et dans les souvenirs de cette fille unique. Plus tard, il va y avoir plutôt l'inverse, où justement la scène suivant le cinéma, où ensuite elle va suivre son père jusqu'à un café et le voir observer la lettre. Il va y avoir ce plan, je trouve assez génial, où on voit elle apparaît, elle toque à la fenêtre pour se signaler. Le père le regarde, on comprend pas trop son expression, il a un petit sourire comme ça, un peu triste. Et puis il sort du plan, et ce qui est étrange, c'est qu'on le voit partir d'un côté où on avait l'impression moi j'avais l'impression que l'entrée du café était de l'autre côté, et en fait il surgit dans le plan à l'extérieur très rapidement, comme ça, un peu comme une apparition. Et voilà, la scène a déjà eu lieu, mais c'est à ce moment-là pour le coup qu'apparaît la voix off et qu'elle nous dit je me souviendrai toujours de l'expression de mon père. Et il y a comme ça une manière de travailler, soit au passé, soit au futur, un peu la manière de charger les scènes que je trouve très belle, et qui rejoue quelque chose qui se passe du coup en dehors de la voix off, avec une des dernières scènes que moi je trouve vraiment très réussie, qui est la scène dans le Grand Hôtel, la dernière fois qu'elle parle à son père, qui a vraiment, je trouve, une sensation de scène de rêve, où ils sont tout seuls dans le café. Il y a un maître d'hôtel un peu étrange, il y a une scène un peu mentale. Scène un peu mentale, il y a le mariage à côté. Et il va y avoir ce truc que je trouve très beau, où du coup Estrella, adolescente, va raconter
à son père cette histoire de filature au cinéma et qu'elle a vue, et elle le raconte vraiment par le menu. Et donc ce qu'elle raconte est littéralement ce qu'on a vu en tant que spectateur. Et là il y a quelque chose que je trouve un peu vertigineux, où le film, qui est un film de souvenir, travaille aussi avec le souvenir du spectateur. Et là on sent en plus le poids des mots, le fait que on apprend qu'à la fin que c'est la dernière interaction avec son père, mais on sent qu'il y a une sorte de rendez-vous manqué comme ça. Et moi je trouve la scène très belle jusqu'au dernier plan, qui est encore plus mental, qui est un mouvement ascendant de la caméra qui dépasse les rideaux de la porte fermée qui sépare la salle du café de la salle du mariage, qui est évidemment donc encore un plan impossible pour regarder comme ça le mariage du haut, qui est effectivement purement une image mentale, puisque par définition elle n'a pas pu je trouve voir que tu cette parles image. très très bien de ces passages-là. Alors moi, ce qui m'embête un petit peu, on va déjà préciser, parce que c'est vrai qu'il y a un peu un cliché critique qui est de fustiger par essence la voix off. La voix off, ça peut être très intéressant au cinéma, et c'est intéressant les cas que tu choisis, parce que c'est un cas où en gros il y a une forme de dialogue, ou du moins de dissonance entre l'usage de la voix off et l'usage de ce qu'on est concrètement en train de voir, et qu'en gros les cinéastes les plus passionnants sur la voix off travaillent quelque chose de similaire. Là je sais pas, parce que je vois pas mal de films en ce moment, mais notamment Agnès Varda a vraiment un rapport à la voix off qui peut être très intéressant sur cette question-là, où en fait le statut même de la voix off va changer d'un raccord d'une scène à l'autre, et que parfois on est dans quelque chose qui est de l'ordre du monologue intérieur, et au contraire parfois quelque chose d'une forme de distance rétrospective ou de l'être lu, etc. Et évidemment la voix off peut être source de mise en scène, mais c'est intéressant parce que les scènes que tu choisis, c'est précisément là où il y a un dialogue. Il y a des moments où quand même la voix off est le seul moyen par lequel on a véritablement accès à un sens, à une signification, à une compréhension des personnages, et où en fin de compte, quelque part, elle se substitue au découpage, à la scène elle-même, pour nous raconter quelque chose de l'état intérieur des personnages. C'est encore une fois, on en revient un peu à cette idée que je posais en préambule, qui est qu'il y a des moments où le film est très très investi sur les éléments et le dispositif formel qu'il convoque, et d'autres moments où ça va s'inscrire dans une démarche un peu plus fonctionnelle, ou du moins à la remorque d'une logique romanesque. Et je pense que c'est peut-être, je ne veux pas parler à la place de Camille, mais en tout cas c'est là que s'exprime une légère déception, sinon une petite frustration, c'est-à-dire de voir en fait aussi le film que ça aurait pu être si Richer tenait complètement toutes les potentialités de ce qu'il dispose, et que par moments le film investit pleinement. Plusieurs choses. Moi je trouve déjà je trouve qu'effectivement le film a une promesse romanesque, et que tout comme le dernier film d'Hérissé que j'aime pas beaucoup, Fermer les yeux, il y a une espèce comme ça d'appétence, de désir vers la fiction, le récit, etc. Et je trouve que Hérissé est pas très fort pour faire ça. Je trouve qu'il a du mal à raconter, justement parce que il a un sens de l'image où la durée s'accumule, et où en fait il va organiser plutôt le passage d'un plan à l'autre ou d'une séquence à l'autre sur des circulations d'objets, et je trouve qu'il a du mal à embrayer, à créer du mouvement en fait entre ces gros plans très beaux, mythologiques, qui sont comme ça des images un peu primales, un peu primitives. Le deuxième élément, c'est que je voulais revenir sur la dernière séquence, pas tout à fait la dernière, mais celle du Grand Hôtel, que je trouve aussi très très belle. J'aime vraiment beaucoup dans cette séquence-là, effectivement, ce que tu disais sur la répétition, et la répétition aussi du morceau de musique qu'en fait on a entendu au moment de la communion d'Estrella dans la première partie du film, et qui revient à ce moment-là, et le père cette fois s'adresse à sa fille en disant: est-ce que tu te souviens de cette musique, et je crois qu'elle répond non. Et à ce moment-là, je trouve qu'il y a un truc qui est magnifique, c'est qu'on se rend compte qu'en fait le père aussi est une créature du souvenir. Enfin, on le savait déjà un peu, mais c'est-à-dire que y a cette dimension de peut-être que la fille est en train d'oublier, et peut-être que le père lui aussi quelque part a cette espèce d'intériorité fantasmée également de la relation avec sa fille. Et je trouve ce moment très beau. Et il y a un autre truc que je trouve magnifique dans cette deuxième partie du film, où en fait on passe avec Estrella adolescente. C'est la jeune actrice qui s'appelle Isiar Boleyn, qui joue l'adolescente, que je trouve très très bien, notamment parce que, alors même qu'il ne s'est rien passé d'extrêmement concret sur la rupture entre la fille et le père, elle a quelque chose dans le regard, dans le visage. Elle a une espèce de petit sourire en coin qu'elle a attrapé on ne sait pas où, et où on sent
c'est très sensible comme ça, c'est pas du tout discursif, que c'est comme s'il y avait cette petite séparation, cette petite distance qui s'était faite dans son visage. Eh ben, merci beaucoup. Et pour conclure, peut-être j'aurais pu juste conseiller à Josué, je sais pas si tu l'as vu Camille, peut-être ça répondra aussi un peu à tes réserves sur le film. Le Songe de la lumière, qui est le 3e film d'Erice, qui est peut-être le plus sec, qui est un film tourné en vidéo sur un peintre dont le désir est de peindre un cognacier aux différentes saisons de l'année, et c'est un film juste très, très sec et assez différent, je trouve, de ces autres films qui sont plus romanesques, mais en tout cas voilà, merci beaucoup pour ces discussions, merci Josué, merci Camille, et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de L'ombre d'un doute.